petite île du lac Victoria au large de l'Ouganda, Ngamba accueille une incroyable famille recomposée de chimpanzés. Victimes du trafic illégal dès la naissance, ils sont arrivés ici orphelins. Et vivent depuis dans ce sanctuaire semi-sauvage. Ils vivent dans la forêt le jour et dorment au refuge la nuit. Sans mère pour les élever, c'est une équipe de soigneurs dévoués qui les éduque, leur apprend à se nourrir, à jouer et à communiquer comme des chimpanzés. Ces activités d'éveil leur font office de thérapie. Ils ont besoin d'être stimulés pour rester actifs, aussi bien physiquement que mentalement. Elle se filme les jambes. Les résidents ont aussi pour mission d'intégrer de nouveaux membres à leur troupe. Le lien social leur est tout aussi vital qu'à nous. Sans lui, le chimpanzé n'est pas vraiment un chimpanzé. Voici l'histoire de cette île incroyable où de grands singes au passé douloureux repartent de zéro. Une terre d'asile où ils apprennent à vivre comme de véritables chimpanzés. Quand je les vois jouer comme ça dans la forêt, ça me rend heureux. Ils sont heureux ici. Pour les soigneurs de l'île, la plus belle récompense est de voir leurs protégés s'amuser dans les arbres de la forêt. Avec ses longs bras et 5 fois plus de force qu'un être humain, le chimpanzé est parfaitement adapté à la vie dans les arbres. Mais quand il ramasse une brindille pour se fabriquer un outil, la ligne qui sépare ce grand primate de son cousin humain devient soudain beaucoup plus floue. Pour moi, les chimpanzés sont comme les humains. Parfois, ils sont plus humains que nous. Ce sont des animaux vraiment à part, à tel point que j'ai du mal à les considérer comme des animaux. C'est notre plus proche cousin. Nous partageons 99% de notre matériel génétique. Il nous ressemble et il pense comme nous. Il sait planifier et il tient compte de son passé. Il maîtrise les notions de bien ou de mal. Il peut être heureux, triste, voire dépressif. Ils sont très intelligents et tous uniques. Ils ont une personnalité à part entière. Ils n'ont pas le même vécu et chaque expérience passée façonne l'individu de façon différente. Certains seront timides, d'autres très sûrs d'eux. Ils peuvent être un peu obtus ou très malins. C'est un peu comme nous. Malgré tous nos traits communs, c'est bien l'être humain qui a mis le chimpanzé dans une situation dramatique. Dans les années 1990, on dénombrait 1 million de chimpanzés en Afrique centrale, du Sénégal à l'ouest jusqu'en Ouganda à l'est. Depuis, leur habitat a fondu comme neige au soleil et leur nombre a chuté à cause du braconnage et du trafic d'espèces exotiques. Ils ne sont plus que 200 000. Avec ses 40 hectares sur le lac Victoria, l'île de Ngamba offre un sanctuaire à quelques survivants chanceux. Ici, des chimpanzés orphelins ou convalescents ont tout le loisir de vivre entre eux. Le plus important, c'est qu'ils s'intègrent à la communauté pour qu'elle prospère et qu'ils puissent vivre comme ils le feraient dans la nature. Le caractère extrêmement social de ce grand primate est reconnu de longue date par les meilleurs spécialistes de l'espèce.
Le lien social leur est tout aussi vital qu'à nous. Sans ça, le chimpanzé n'est pas vraiment un chimpanzé. C'est une fois socialisé qu'il le devient réellement. C'est une part importante de notre travail sur l'île. L'aventure a débuté il y a 20 ans avec 11 chimpanzés. Aujourd'hui, ils sont 49 et ils étaient pour la plupart orphelins à leur arrivée. Ils forment un groupe disparate, mais soudé, composé d'anciens orphelins maltraités, d'animaux de compagnie ou de cirque. C'est remarquable quand on sait les traumatismes passés qu'ils portent en eux. Le fonctionnement d'un groupe est très complexe. Un individu n'est pas accepté du jour au lendemain. Il doit apprendre les règles internes, bien choisir ses alliés et s'affirmer par quelques démonstrations de force, si nécessaire. Voici le chef de famille, Umutama, le dominant. Il avait 3 ans à son arrivée sur l'île, après avoir été libéré d'une famille qui l'avait pris comme animal de compagnie. Il a 21 ans aujourd'hui et il a su patiemment, mais sûrement, gravir les échelons et gagner le respect de ses pairs. Dans un enclos, à part du reste de la communauté, voici le tout dernier arrivé sur l'île. Izzy a 2 ans. Il est orphelin, mais c'est un orphelin un peu à part. Son intégration s'est déroulée un petit peu différemment que pour les autres, parce que Izzy est né sur l'île. Toutes les femelles du sanctuaire portent un implant contraceptif, mais ça ne marche pas à 100%. La maman d'Izzy l'a malheureusement rejeté dès sa naissance par manque d'expérience maternelle. Livré à lui-même et vulnérable, les soigneurs ont choisi de le prendre sous leur protection. Ils l'ont élevé pendant 1 an et demi à l'écart du groupe avant de commencer à l'y intégrer progressivement. On l'a présenté à chaque femelle pour commencer. Et on l'a laissé tisser des liens avec certaines d'entre elles. À ce jour, Izzy compte 6 femelles parmi ses amies, dont sa mère adoptive, Connie, pour apprendre tout en jouant. Il reste confiné avec elle dans un enclos éloigné du reste de la communauté. Mais son intégration ne sera pas complète tant qu'il n'aura pas rencontré et amadoué tous les membres du groupe, dont le chef Umutama. Chez le chimpanzé, le mâle dominant ne voit jamais d'un bon œil l'arrivée d'un prétendant potentiel à son trône. Cette phase d'intégration prend du temps. Et ce ne sera qu'une fois qu'Izzy sera accepté par tous les membres du groupe qu'on pourra dire qu'on a réussi. En attendant ce jour, le jeune Izzy a encore beaucoup à apprendre, notamment à se détacher du lien avec ses tuteurs humains pour embrasser sa vie de chimpanzé. Sur l'île, les singes vont et viennent en toute liberté. Mais chaque soir, la plupart d'entre eux préfèrent rentrer au dortoir du refuge et manger un morceau avant le coucher. Un système de trappes coulissantes permet de les diriger vers leurs quartiers respectifs. Il ne faudrait pas que le mâle dominant Umutama se retrouve en compagnie du petit Izzy. Il suce son pouce quand il a faim. C'est assez pratique pour nous. Dès qu'on le voit faire, on sait exactement ce que ça veut dire. Les arbres fruitiers abondent dans la forêt. Mais c'est tout de même insuffisant pour nourrir un groupe aussi important. Alors, les chimpanzés vont à la cantine. 4 repas par jour, dont un grand bol de bouillie de céréales. Tout le monde finit sa ration et tend son bol au cas où il en resterait. Faute de lait maternel, bébé Izzy en reçoit dans sa bouillie.
Ses mains sont encore trop petites pour tenir un bol comme les adultes. Cette grande tasse lui convient parfaitement. Quand les repas sont terminés, l'heure est venue de se coucher. Chacun reçoit une grosse gerbe de paille fraîche avant de rejoindre son hamac attitré. Ils peuvent ainsi préparer leur lit comme ils le feraient à l'aide de feuilles dans la forêt. C'est un de ces gestes qu'ils ont dû apprendre comme de vrais chimpanzés. Ils s'installent souvent levés dans leur petit nid, les genoux croisés et le regard plongé dans le ciel étoilé. Voilà comment ils s'endorment. Ça donne vraiment le sentiment qu'ils font le bilan de leur journée au calme, un peu comme on le fait le soir avant de s'endormir. Mais à quoi pensent-ils vraiment? Voilà la question en or qui nous taraude tous l'esprit. Izzy rêve peut-être d'explorer enfin la forêt. L'aube. On ouvre les portes du dortoir et les chimpanzés sortent dans une cacophonie de cris et d'appels pour le moment préféré de leur journée, le petit déjeuner. Le service en extérieur présente l'avantage d'inciter les pensionnaires à quitter leur nid douillet pour retrouver leur forêt. Au menu du jour, de la cuisine locale. En swahili, ça s'appelle ugali. C'est à base de farine de maïs. Ils aiment ça? Ah oui, ils en raffolent tellement qu'ils me crient « Donne-moi, donne-moi !» À table, même de bon matin, la hiérarchie sociale du groupe est observée. Les individus dominants, dont Umutama, se placent au plus près de la clôture. Ils appellent et exécutent des gestes élaborés pour attirer l'attention des soigneurs. Les autres préfèrent se comporter de manière plus discrète. Ils restent en retrait et nourrissent l'espoir de glaner leur pitance sans qu'un dominant s'empresse de la leur chipper. Les subalternes utilisent la même technique. Regardez. Elle me fait signe, là-bas, de lancer loin vers la forêt pour avoir plus de chances d'être servi sans trop de bousculade. Vers la fin du service, les individus dominants se disputent les derniers morceaux, tandis que les autres tirent avantage de leur discrétion. Pendant que les chefs se chamaillent, les autres ramassent tout ce qui traîne à terre. Puis le calme revient peu à peu. Allez, c'est fini. Il n'y en a plus. Le groupe s'évapore dans la forêt pour la journée. Izzy n'a pas encore accès à la forêt, mais il est tout aussi impatient qu'on lui serve le petit déjeuner. Les femelles de son groupe ne lui facilitent pas la tâche pour autant. Izzy est grand pour son âge. Il est déjà fort et en bonne santé. Adriana Lowe, une primatologue qui étudie les chimpanzés sauvages, assiste au repas du matin. Le dernier des orphelins de Ngamba, comme Izzy, est très différent de ce qu'elle observe dans la nature. Les petits qui deviennent orphelins avant l'âge de 5 ans survivent rarement.
Le fait est qu'à la maturité sexuelle, les femelles quittent leur groupe pour en intégrer un autre et enfanter où elles n'auront aucun lien familial avec les femelles. Dans leur évolution, ça n'a aucun sens d'allaiter le petit d'une autre. Alors dans la nature, les bébés chimpanzés ne vivent pas longtemps sans l'attention d'une mère. Mais sur l'île, les orphelins comme Izzy ont de la chance. Ici, les femelles sans petits sont très disposées à jouer les nourrices et à partager la nourriture. Pourquoi la plupart des femelles ont envie de s'occuper des petits? Sûrement parce qu'elles savent qu'elles n'en auront pas elles-mêmes. Leur rareté leur donne beaucoup de valeur. Tout à fait. La plupart de ces femelles ne donneront jamais la vie. Alors les orphelins du refuge leur permettent d'exprimer autrement leur instinct maternel. On ne peut pas en dire autant des mâles de la troupe de Ngamba. Un petit mâle est perçu comme un futur rival. Il arrive que des mâles tuent des petits, notamment quand ils viennent de naître et qu'ils sont les plus fragiles. J'ai été témoin de plusieurs meurtres, qu'il s'agisse d'infanticides ou d'adultes tuant d'autres adultes. C'est un trait comportemental assez marqué chez le chimpanzé. Ma première expérience a été très traumatisante. Adriana était sur le terrain pour étudier une troupe dans la forêt de Budongo, en Ouganda, quand elle s'est retrouvée à quelques mètres d'un groupe s'attaquant sauvagement à une mère et à son nouveau-né. Un mâle cherchait à tuer le petit. Il l'avait scalpé. En fait, comme le bébé était accroché au torse de sa mère, ils l'avaient saisi comme ils avaient pu, par la tête, et lui avaient littéralement arraché la peau du crâne. Il y avait, je crois, 2 autres femelles qui ont tenté de défendre le petit, en vain. Les femelles sont moins imposantes que les mâles et elles occupent un rang social inférieur à eux. Alors dans ce genre de situation, un petit survit rarement à une attaque. Izzy devra relever bien des défis pour espérer s'intégrer au groupe de la forêt. Mais c'est sans commune mesure avec ce que ses semblables surmontent en milieu naturel. Les malheurs des autres orphelins de l'île, quel que soit leur âge, ont tous une origine humaine. Dans ces carnets, les soigneurs notent chaque détail de la vie des pensionnaires, depuis le premier jour de leur arrivée. Voici ce qu'on avait écrit pour Billy. Physiquement, elle est en piteux état. Elle a pratiquement perdu tous ses poils, si ce n'est quelques touffes éparses. Billy a 21 ans aujourd'hui. À l'âge d'Izzy, elle a vu des chasseurs de viande de brousse tuer sa mère sous ses yeux. Ses souvenirs sont profondément ancrés en elle. Elle affiche parfois un air triste. Elle a les yeux dans le vague, comme quelqu'un en train de ruminer le passé. Comme chez l'humain, les traumatismes vécus ont parfois des effets durables sur la santé mentale du chimpanzé. Certains souffrent de syndrome post-traumatique ou de dépression, affichant des symptômes caractéristiques tels que s'arracher les poils ou s'isoler des autres. Pour les aider à s'intégrer ou à reprendre pied psychologiquement, ils suivent des séances thérapeutiques individuelles de développement, souvent articulées autour d'énigmes liées à la nourriture. Le chimpanzé est une espèce très active. Il a besoin de penser, de réfléchir. C'est un être intelligent, tout comme nous. Ils ont besoin d'être stimulés pour rester actifs, aussi bien physiquement que mentalement. Passa adore ça. Elle utilise les outils comme elle le ferait dans la nature. La récompense sucrée en vaut la peine, mais c'est le travail des méninges qui a le plus de bienfaits.
D'autres pensionnaires préfèrent les activités créatives. Salut Medina. Medina est un peu l'artiste peintre de Ngamba. La peinture n'est pas une activité très naturelle pour un chimpanzé, mais elle n'en a cure. Tiens. Chez l'être humain, la thérapie par l'art améliore l'état physique, mental et émotionnel du patient. C'est bien, Medina. Ça ne fonctionne pas avec tous les chimpanzés. Ah, Mais depuis qu'elle peint, l'équilibre mental de Medina s'est considérablement amélioré. bravo Medina. Cependant, Non, ici. quand l'ennui survient, Medina, mieux vaut ranger les pinceaux. c'est pas bien. Jusqu'à la prochaine séance. Mackenzie, j'adore leur regard. Il exprime une foule de choses. Les soigneurs cherchent constamment de nouvelles méthodes dans le but de stimuler le cerveau de leurs petits protégés. Ils fixent l'objectif. Après les énigmes liées à la nourriture et la peinture, ils se demandent ce que feraient les chimpanzés armés d'un appareil photographique. Audra Allen s'intéresse à la question depuis fort longtemps. J'ai très envie de voir quelle méthode de développement vous employez. Ça me sera certainement utile. On apprendra les uns des autres en collaborant. Depuis une vingtaine d'années, Audra recourt à la thérapie artistique pour venir en aide aux chimpanzés en captivité aux États-Unis. Ça va au-delà de la peinture. On sait que les chimpanzés en sont capables. J'expérimente avec le multimédia. Je leur montre comment prendre des photos ou se filmer en guise de thérapie. Audra a apporté dans ses bagages des appareils photographiques et des tablettes tactiles pour que les chimpanzés de l'île expérimentent de nouvelles formes de développement personnel. Ils vont adorer ça, je pense. Ça va les obliger à réfléchir à ce qui se passe devant l'objectif et à ce qu'ils voient à travers lui pour faire le lien entre les deux. C'est une excellente idée. J'ai hâte d'essayer. Billy essuie les plâtres. Salut! Billy a vu des braconniers tuer sa mère sous ses yeux. Ça va ce matin? C'est une des grosses têtes de la bande et elle raffole des nouveaux défis. Elle a par exemple appris à défaire et à refaire des lacets. Mais avant de lui mettre un appareil coûteux entre les mains, Billy, regarde. Audra lui confie un objet un peu moins précieux. C'est un petit kaléidoscope, un jouet tout bête. Avec ça, je compte d'abord lui enseigner comment tenir et regarder à travers l'objectif. Si ça marche, elle verra les choses différemment. Ce nouvel objet semble la fasciner. Mais pas comme l'espérait Audra. La femelle pense avoir affaire à une nouvelle énigme liée à la nourriture et semble déterminée à la résoudre. Elles veulent vider. Lui reprendre l'objet ne sera pas aisé. Billy a 5 fois plus de force qu'un être humain. Il faut y aller doucement quand on négocie avec un chimpanzé. La promesse d'une délicieuse cacahuète n'y fera rien. Une cacahuète ne peut pas gagner face à ce qui s'apparente à une boîte de bonbons. Je peux remballer mes friandises, je pense. Billy finit par comprendre que ce qui fait ce bruit n'est pas comestible. Bon, tu as compris? C'est bien. Elle accepte l'échange, quelque peu à contre-cœur. Audra décide de lui confier un nouvel instrument en priant pour que Billy ne le désosse pas. Son téléphone personnel équipé d'un appareil photo. C'est qui, ça?
L'image qu'affiche l'écran semble l'envoûter. C'est quoi? Elle le prend délicatement des mains d'Audra pour se retourner et mieux étudier cet étrange objet. Quelle réflexion cache ce regard profond que les soigneurs connaissent bien? Le problème quand on étudie un animal, mais c'est aussi ce qui est fascinant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il pense. On doit trouver le moyen de le comprendre sans pouvoir lui poser de questions. Jane Goodall a été la première personne à étudier avec succès les chimpanzés à l'état sauvage dans les années 1960. Elle est notamment parvenue à déchiffrer le langage gestuel secret à la base de leur communication. Une langue des gestes que les soigneurs de l'île ont appris. Si certains éléments rappellent notre propre gestuel, d'autres sont très spécifiques. Leur répertoire vocal compte une trentaine de cris qu'ils utilisent, surtout lorsqu'il s'agit d'attirer l'attention de quelqu'un. Je pleure. Donne-moi quelque chose. C'est drôle. Si certaines expressions sont innées, comme le rire, d'autres doivent être acquises durant l'enfance. C'est ici que le travail des soigneurs prend tout son sens. La plupart des orphelins ont perdu leur maman très jeune. Alors c'est à moi de leur apprendre à communiquer correctement avant qu'ils soient mis au contact du groupe principal. Aujourd'hui, Innocent apprend à Izzy à parfaire son vocabulaire de chimpanzé. Il émet un son signalant d'ordinaire une menace. Rien à craindre pour autant, ce n'est qu'un ver de terre. Izzy apprend vite. Si c'était un véritable danger, j'aurais plus appuyé mon expression vocale. Au lieu de faire ça, j'aurais plutôt fait... Izzy doit impérativement maîtriser le vocabulaire de son espèce s'il veut rejoindre la troupe de la forêt. Là-bas, il devra se confronter aux mâles agressifs et aux serpents venimeux. Ils doivent être capables de survivre par eux-mêmes. Et pour ça, ils doivent savoir identifier les menaces, les animaux et même les objets qu'ils rencontrent. Izzy reste un enfant et il se lasse vite d'apprendre. L'heure est venue de reprendre les jeux. Dans le dortoir, Audra et les soigneurs continuent de mettre en place leur programme expérimental pour savoir si une caméra vidéo serait un outil de développement adapté aux chimpanzés. Essaie de me suivre. Durant plusieurs jours, ils présentent ces nouvelles technologies à quelques femelles. Ouais, c'est très bien ça. Billy, regarde Billy. L'écran de téléphone avait captivé l'attention de la femelle. Celui de la tablette la fascine encore davantage. Regarde ici. C'est bien. Tu vois? Passa s'intéresse plus à l'appareil photo. Tu vois? Quant à Nani, elle a plutôt l'âme d'une vidéaste. C'est bien. Mais Dina, l'artiste peintre, se montre très réceptive à cette nouvelle forme d'art. C'est qui ça? Tu la reconnais? Qui c'est cette beauté? Elle passe la main derrière l'écran pour tenter de comprendre si ce qu'elle voit se trouve là.
Alors, est-ce qu'elle se reconnaît? Ou est-ce qu'elle identifie seulement la présence d'un semblable? Les études menées il y a une cinquantaine d'années nous ont déjà appris que le chimpanzé savait se reconnaître. Quand il voit son reflet dans un miroir, il comprend rapidement qu'il s'agit de lui et non d'un congénère se tenant face à lui. Si on lui dessine un petit point de couleur sur le visage, il va le remarquer et essayer de se nettoyer au lieu de tendre la main pour essuyer une tache sur le miroir. Les scientifiques considèrent la faculté de se reconnaître comme une forme avancée d'intelligence, permettant notamment l'expérience de l'empathie chez certaines espèces, dont le chimpanzé et l'être humain. Quand le chimpanzé cherche instinctivement du doigt derrière le miroir, il fait la même chose qu'un enfant, et il comprend vite de quoi il retourne. Ils sont très intelligents. Medina et les autres femelles n'ont encore jamais été confrontées à leur reflet dans un miroir. Il leur faudra un peu de temps avant de se reconnaître. Une chose est sûre, les appareils stimulent leurs neurones. Là encore, force est de constater que bien peu de choses séparent nos deux espèces, quand on y réfléchit bien. Un nouveau jour se lève sur l'île de Ngamba. Avant qu'Izzy et ses congénères puissent quitter leur dortoir, Byron emmène quelques femelles en promenade dans la forêt. C'est l'occasion pour lui d'observer si une autre intégration se déroule bien. Elles regardent, elles apprennent, elles montent aux arbres et font de l'exercice de bon matin. Byron souhaite observer l'aisance d'Angèle dans les arbres, l'autre bébé orphelin du refuge. La petite chimpanzé est née sur l'île comme Izzy. Mais contrairement au petit mâle, elle a été mise au contact du groupe de la forêt au bout d'1 an seulement. D'abord, c'est une femelle, donc c'est plus facile pour elle. Qui plus est, elle est née ici. Et d'ailleurs, voici sa mère biologique, qui s'occupe très bien d'elle. Elle est donc sous très bonne protection. Et elle entretient des rapports excellents avec les autres membres du groupe. Elle a plein d'amis. Pour un orphelin mâle, les choses ne sont pas aussi faciles. Il a beau avoir près d'1 an de plus qu'Angèle, il n'a toujours pas reçu le feu vert pour rejoindre le groupe principal. Pour les mâles, l'intégration est plus compliquée que pour les femelles. Izzy doit donc faire avec le handicap d'être un garçon. Il représente une menace pour les autres mâles, un rival potentiel. C'est pour ça que son intégration prendra plus de temps que celle d'Angèle. Mais Izzy commence à entrevoir le bout du tunnel. Il a passé 1 an à tisser et à renforcer ses liens avec ses protectrices, notamment sa mère adoptive, Connie. Aujourd'hui, les soigneurs estiment que le petit chimpanzé sera bientôt prêt à faire la rencontre du mâle dominant de la troupe, ou Mutama. Si tout se passe bien, il pourra très rapidement rejoindre ses congénères et vivre pleinement sa vie de chimpanzé. Malgré une superficie de 40 hectares, l'île et sa végétation ne suffisent pas à nourrir les 49 chimpanzés qui vivent ici. Chaque semaine, un bateau livre les vivres nécessaires au bon fonctionnement du sanctuaire. Près de 700 kilos hebdomadaires de fruits et légumes sont nécessaires pour nourrir tout ce petit monde. Et aujourd'hui, le mets favori des chimpanzés a été livré, le jacquier. C'est vraiment le fruit qu'ils préfèrent par-dessus tout. Alors, je prends soin de débiter le fruit en petits morceaux pour que tout le monde ait une chance d'avoir sa part. Izzy dévore le jacquier comme un paquet de bonbons, tant il aime sa saveur sucrée. Ce qu'il n'a encore jamais goûté, en revanche, ce sont les poivrons verts. Ils sont rarement servis.
Mais avoir un régime varié s'apprend également. Et Izzy doit assimiler l'importance des légumes au sein d'une alimentation équilibrée. Izzy, attrape. Oui, il a un peu peur parce que c'est la toute première fois qu'il voit un poivron vert. Izzy observe avec attention une des femelles se délectant de cette nouveauté. Il renifle avec curiosité, puis finit par tester cette chose que les autres semblent apprécier. Il a très envie d'essayer, mais il ne brûle pas les étapes. Il se demande, est-ce que c'est sucré? Est-ce que c'est bon au moins? Il goûte d'abord du bout des lèvres et le verdict est sans appel. C'est bien, mais pas assez sucré pour son petit palais délicat. Il se rabat sur une valeur sûre. Impossible d'être déçu avec le jacquier. Pour les orphelins de Ngamba, tester de nouveaux aliments et découvrir de nouveaux outils pour se les procurer sont des leçons essentielles qu'ils recevraient aussi dans la nature. Jane Goodall a découvert l'utilisation d'outils chez le chimpanzé vers 1960. À l'époque, on ignorait totalement que des animaux sauvages étaient capables d'utiliser un objet dans leur habitat, de le transformer et de l'utiliser de manière inédite. Chez le chimpanzé, on apprend à fabriquer et à utiliser des outils par mimétisme. Dans la nature, il faut enchaîner les essais et essuyer les échecs pour avancer. Ce n'est pas comme chez l'être humain où un maître enseigne directement son savoir à l'élève. Une mère chimpanzé ne prend pas son petit par la main pour lui apprendre quelque chose. C'est peut-être la seule différence dans le processus d'apprentissage entre les autres espèces d'hominidés et la nôtre. Ce qui rend l'île de Ngamba exceptionnelle en tant qu'expérience, c'est le lien unique qu'entretiennent les chimpanzés avec leurs soigneurs. C'est bien. C'est ainsi que les singes ont accès à des outils de développement qu'ils n'auraient jamais pu croiser ou utiliser par eux-mêmes. Celle que les caméras fascinent le plus, c'est Billy. Elle semble parfois totalement absorbée par les images qu'elle voit sur les écrans. Elle prend le temps de bien apprendre. Elle sait que c'est un objet unique. Et si on lui en laisse le temps, elle veut comprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'elle se montre la plus intéressée de toutes. Pour les autres cobayes, notamment Medina, l'intérêt semble être retombé. À moins qu'on use de cacahuètes. Elle ne cherche plus ce qui pourrait se cacher derrière l'écran de la tablette. Elle préfère utiliser cette dernière comme plat. Mieux vaut la laisser retourner à ses pinceaux et confier la réalisation à Billy. Elle se filme les jambes. Billy sait se montrer patiente et délicate. Elle manipule l'appareil avec précaution. Elle ne cherche pas à le casser. C'est une cérébrale, je dirais. C'est ce qui la rend unique dans le groupe. C'est bien, Billy. Billy va jusqu'à lorgner en dessous de l'écran de contrôle pour comparer ce qu'elle y voit avec la réalité. Impossible de savoir précisément ce qu'elle pense de l'objet. Mais son attitude et sa curiosité trahissent l'intense réflexion qu'elle semble être en train de mener. Sous le vacarme provenant des nids de tisserands, l'équipe de soigneurs discute de la marche à suivre concernant la phase finale d'intégration du petit orphelin. À 2 ans, Izzy s'apprête à vivre le jour le plus intimidant de sa courte existence. Je pense que c'est le bon moment. Depuis quelques nuits, le petit et ses nourrices dorment dans un enclos contigu à celui du mâle dominant, Umutama. D'après mes observations, il se montre encore assez craintif. Oui, il ne quitte pas son hamac, juste à côté de sa mère adoptive.
Ce matin, l'équipe va ouvrir la trappe séparant les deux enclos. Les deux individus occupant les extrémités du spectre social du groupe vont enfin avoir la chance de faire connaissance. Ce n'est pas un chef cruel. Il est assez modéré. Laissons tout de même la trappe grande ouverte au cas où. On observe comment ça se passe et on avise. L'enjeu étant de taille, la tension est palpable. Izzy le pressent et décide d'anticiper toute mauvaise surprise. Comme vous pouvez voir, Izzy a compris qu'on invitait le mâle dominant à entrer dans sa cage. Il a tout de suite rejoint sa mère adoptive dans le hamac d'à côté. Comme ça, si quelque chose tourne mal, elle interviendra rapidement pour le secourir. Il a de la suite dans les idées, ce petit gars. Les soigneurs tentent d'attirer Umutama. Mais même une fois la porte ouverte, il n'a pas l'air pressé d'y aller. Ce genre de processus prend du temps. Petit à petit, ils vont se rapprocher et faire connaissance. Umutama est le chef, alors c'est lui qui décide. Pendant qu'on occupe l'attention en distribuant des bananes, Umutama s'est discrètement glissé dans le fond de la cage d'Izzy, juste en dessous de son hamac. La présence du jeune Izzy n'a pas l'air de l'inquiéter. Ce qui l'intéresse surtout, c'est de ne pas manquer la distribution de bananes. Le mâle ne cherche pas à s'en prendre aux petits. Il les laisse tranquilles, alors jusqu'ici, on va dire que l'expérience est couronnée de succès. Après avoir été rejeté par sa mère biologique et élevé par ses anges gardiens humains, l'intégration au groupe du petit Izzy sera bientôt complète. Il rejoindra bientôt le reste de la troupe dans la forêt. Il deviendra un nouveau symbole de la réhabilitation réussie des petits orphelins sur l'île de Ngamba. Cette réussite, c'est aussi celle des soigneurs dévoués qui se démènent pour offrir une deuxième chance à leurs protégés, leur apprendre à vivre conformément à leur nature profonde et à guérir de leur lourd traumatisme. Qu'importe la méthode employée. Aujourd'hui encore, le trafic des bébés chimpanzés de compagnie et le braconnage menacent dangereusement le futur de notre plus proche cousin. Souhaitons qu'à travers les efforts de soigneurs comme ceux de l'île de Ngamba et le travail des défenseurs des chimpanzés sauvages, ce sombre avenir ne soit plus une fatalité. L'espoir fait vivre. On va y arriver. On n'est pas nombreux, mais on est déterminés. Beaucoup de gens consacrent leur vie à cette cause et ça entretient l'espoir. L'idéal serait que tous les chimpanzés orphelins puissent vivre parmi leurs congénères. Pour le petit Izzy, ce jour important approche à grands pas. Peut-être qu'un jour, c'est lui qui occupera la place d'Umutama à la tête du groupe des chimpanzés de Ngamba. Il est encore jeune, il a encore énormément à apprendre.